La ville de Mexico, c'est l'ancienne Tenochtitlan aztèque. Et le mythe disait qu'il fallait fonder la ville à l'endroit où il y avait un aigle en train de dévorer un serpent sur un nopal, c'est un cactus. Et encore aujourd'hui, vous regardez sur Google, vous tapez drapeau Mexique, et vous allez voir qu'il y a un aigle qui dévore un serpent sur un cactus. Pour nous, c'est anecdotique. Mais pour la pensée traditionnelle, l'aigle, c'est les puissances célestes. C'est l'oiseau qui est capable de monter toujours plus haut et de regarder le soleil en face. C'est l'allégorie de la vérité. Et le serpent, c'est le symbole du sous-terre, du monde chthonien, de la dimension invisible des choses, souterraines. Et le nopal, dans ce cas précis, le cactus, l'arbre, c'est l'axe. Donc, on doit créer la ville à l'endroit où toutes les puissances du sous-terre et toutes les puissances du ciel se rejoignent sur un axe. Pas l'endroit où il y a la zone de chalandise la plus intéressante par rapport au commerce qu'on peut faire. La relation de la pensée traditionnelle, c'est aller de l'invisible vers le visible. On choisit de faire les choses par rapport au sens qu'elles peuvent avoir et faire émerger à l'intérieur de la conscience. Bonsoir à tous. Bon, et bienvenue d'être venus aussi nombreux pour cette soirée dédiée à un très beau thème. Saint-Exupéry disait que l'essentiel est invisible aux yeux. Une école de philosophie se préoccupe de l'essentiel. Donc il y a quelque chose à mieux comprendre, à aller chercher sur cette relation entre l'essentiel et l'invisible. Et c'est de cela que je souhaite que nous puissions parler ce soir pour une petite heure. Et ensuite, on partagera ensemble avec vos questions. Tout d'abord, il faut que nous puissions distinguer entre l'approche moderne, contemporaine, qui est la nôtre, et celle des peuples traditionnels dans leur relation à l'invisible. Pour les peuples traditionnels, l'invisible n'est pas une idée ou un concept, mais une dimension de la vie, une dimension de l'existence. Pour nous, il y a deux mots qui sont synonymes, qui sont le réel et le concret. D'ailleurs, on les emploie souvent l'un pour l'autre. Ce qui est concret, c'est ce qui est réel. Pour l'homme des sociétés traditionnelles, le réel est bien plus large que le concret. Le réel, il faudrait le voir un petit peu comme un iceberg à l'envers, vous voyez, avec la pointe qui arriverait vers le bas. Et ce qui dépasse, c'est le monde concret. Mais le réel, c'est tout le reste. C'est bien plus vaste. Et donc, il y a beaucoup de difficultés de compréhension qui viennent de l'identification que nous faisons entre ce que nous voyons et nous touchons et ce qui est réel, ce qui sous-entend que pour nous, ce qu'on ne peut pas voir avec nos yeux physiques ou toucher avec nos doigts n'est pas réel. Pour autant, il y a beaucoup de choses qui nous touchent, qui nous préoccupent, qui nous affectent, qui ont une réalité, même s'ils se trouvent au-delà du sensible. Il y a beaucoup de travaux qui ont été faits sur ce sujet, mais je voudrais vous proposer la lecture d'un ouvrage qui est déjà assez vieux, il a une 50aine d'années, de Jean Servier, sur l'homme et l'invisible, qui est le travail d'un ethnologue qui va bourlinguer aux quatre coins de la Terre pour étudier tous les peuples, leurs mythes, leurs rites, et essayer de comprendre ce qui est important pour eux, pour finalement se rendre compte que, quelle que soit la latitude, on va avoir des schémas, des approches dans cette relation à l'invisible qui vont être les mêmes partout.
Ce n'est pas des suppositions, ce n'est pas des projections, c'est juste l'étude de ce que l'humain a produit dans toute sa diversité dans notre histoire. Et ces soi-disant sauvages ont une approche plus profonde, bien souvent, que celle de nos contemporains. En témoigne ce qu'un explorateur, Asmundsen, avait entendu de la bouche d'un Esquimau igloulik qui disait « Nous considérons l'âme comme la chose la plus importante de toutes. » Qui, aujourd'hui, se préoccupe de l'âme? C'est presque devenu un gros mot. Et pour nous, en tant que philosophes, il est important pour nous resituer de comprendre qu'il n'y a pas de peuple, il n'y a pas de civilisation sur la Terre qui n'ait eu un rapport à l'invisible, qui n'ait représenté l'âme, donné une place à l'âme et essayé de créer un lien entre le visible et l'invisible. Donc, nous sommes dans une situation de rupture. Ce n'est pas quelque chose de normal que cette approche, et c'est au contraire notre perception moderne qui est en rupture avec toute l'anthropologie et toute l'histoire de l'humanité. Il y a plusieurs manières d'approcher l'invisible, mais disons déjà qu'il y a des choses qui pour nous sont importantes, capitales, essentielles, et qui pour autant ne sont pas visibles. Voir la bonté, la générosité, la justice. Nous pouvons, et j'y reviendrai, les symboliser, mais nous ne pouvons pas les voir avec nos yeux de chair. Et en même temps, il y a des choses que nous pouvons voir dans le physique, dans le monde matériel, concret, et qui nous ramènent vers une autre réalité que nous avons du mal à conceptualiser. On aime tous partir en vacances, et le plus souvent dans la nature. Et peut-être ce qu'il y a de plus beau par-delà le spectacle naturel, c'est regarder un ciel étoilé. Et rester pendant un moment à se perdre en regardant un ciel étoilé. Est-ce qu'on comprend quelque chose? Bien malin celui qui arrive à conceptualiser quelque chose avec précision. Néanmoins, il y a quelque chose qui change de notre relation à nous-mêmes. Je ne sais pas si vous avez fait l'expérience, si vous restez 10 minutes comme ça à regarder les étoiles et que vous revenez. C'est comme si ça nous avait replacé cette contemplation dans une perspective différente à nos problèmes. Disons qu'on vient de se resituer l'espace d'un instant comme faisant nous-mêmes partie des étoiles. Et nos problèmes, à partir de là, ont une épaisseur, une importance et une taille tout à fait différente. Donc, il y a un passage qui va du visible à l'invisible, et il y a un passage qui va de l'invisible au visible. Si nous réduisons notre univers conscient au visible, nous sommes tous en mesure de nous rendre compte que nous passons à côté de quelque chose d'essentiel. Pour les peuples traditionnels, la dimension invisible de l'univers est une matrice. Et la finalité de ces cultures n'est pas d'obtenir une conquête ou une possession de la matière, mais de tracer un chemin vers la conscience, vers l'invisible, qui puisse permettre de relier les deux pôles de la réalité. Donc, le point de départ, si on essayait de le synthétiser, des hommes traditionnels par rapport à la relation à l'invisible, c'est de considérer que
tout ce qui est infini, invisible, incommensurable, se reflète dans ce qui est visible et mesurable. Et que donc le visible n'est que le reflet de l'invisible. Et le mesurable n'est que le reflet de l'incommensurable. Il y a une relation entre les deux qui s'est perdue dans la rupture anthropologique dont je vous parlais tout à l'heure. Avec la philosophie grecque, nous retrouvons cette idée avec le mot eidos, qui en grec signifie à la fois forme et idée. Les idées sont quelque chose d'abstrait, la racine de toute chose, mais dans la vision platonicienne, pour Platon, tout ce qui est visible procède d'une forme qui elle-même est invisible. C'est-à-dire que nous sommes habitués à un monde de formes, mais derrière ces formes, c'est là tout le jeu de mots qu'il y a sur cette étymologie de eidos, il y a toujours une idée. Nous sommes ici dans un édifice, il a été construit, il a une architecture, il y a une pièce, elle a été décorée, aménagée, tout ceci a été pensé. Ces formes sont en relation avec des idées. Vous comprenez bien que l'architecte qui a construit l'édifice, il avait une idée qui s'est traduite dans une forme. Ça va? Donc, l'idée des peuples traditionnels, c'est que toutes les formes que nous voyons sont le reflet des idées et que tout procède de réalités métaphysiques supérieures. Donc, la manière la plus simple de rentrer en contact avec l'invisible, c'est de commencer à interroger le visible. Nous sommes face à une réalité concrète, mais il y a quelque chose de plus vaste qui l'enveloppe et qui la transcende, la dépasse. En clair, l'invisible est d'abord et avant tout une expérience. C'est une pratique de la conscience qui est en lien avec l'imagination. Pensez à quelqu'un que vous aimez. Évoquez son visage. Cette personne est évidemment absente. Physiquement, elle n'est pas là. Mais si vous vous concentrez avec intensité, vous avez les sentiments que vous avez pour elle qui émergent, vous pensez à elle, et il y a une réalité du lien qui se crée par la pensée, bien qu'il y ait une absence. L'imagination permet de rendre présent ce qui est absent. Elle permet de représenter les choses aux yeux de notre conscience. Donc, nous avons à l'intérieur de nous-mêmes une capacité incroyable qui est de rendre présent ce qui est absent. C'est-à-dire de rendre visible aux yeux de l'âme ce qui est invisible aux yeux de chair. Ceci est une fonction volitive de notre conscience. Il faut exercer la volonté pour cela. Et ça implique qu'on veuille faire le choix de ce à quoi on pense, de ce qui nous préoccupe, de ce que l'on veut amener devant les yeux de notre conscience, ce qui aujourd'hui, avec les écrans et le monde dans lequel nous sommes en train de vivre, n'est pas aussi évident cela, puisque les images qui apparaissent ne sont pas forcément celles que nous avons convoquées sur l'écran de notre conscience. Donc, l'invisible est d'abord dépassement du visible et expérience de l'imaginaire. À partir du moment où nous travaillons avec cette dimension de l'imaginaire, nous activons la dimension symbolique. C'est-à-dire, nous devenons capables de faire la charnière entre deux réalités.
Le symbole, je reviendrai dessus tout à l'heure, crée une passerelle entre notre intériorité et la dimension du visible dans lequel nous sommes. Il nous donne une opportunité de mieux comprendre notre intériorité. Imaginez un immeuble dans lequel il y a une cinquantaine d'appartements, tous vides, comme il y a aujourd'hui des cubes de béton. Mais maintenant, voyez-les aménagés avec les locataires qui sont rentrés dedans. Chacun aura projeté à l'intérieur son intériorité. C'est plus des espaces anonymes. Par la représentation qu'ils ont, parce qu'ils ont accroché sur les murs, par l'imaginaire qu'ils ont voulu évoquer et projeter dans le lieu où ils sont. Et il n'y a plus un lieu cloné à l'infini, il y a autant de mondes. Donc, nous avons la possibilité, par l'imagination, de créer des passerelles vers l'invisible, d'accéder à des plans de réalité, à des niveaux de préoccupation, comme quand on jette un pont et une passerelle pour aller quelque part. Simplement, aujourd'hui, c'est quelque chose qui se perd parce qu'on a perdu l'importance de l'imagination comme quelque chose d'actif et de moteur, et que la plupart du temps, elle erre un peu comme un cheval à qui on a laissé la bride sur le cou, et alors elle devient fantaisie. Elle nous amène dans des lieux où nous n'avons pas forcément choisi d'aller. Il y a donc un apprentissage possible via l'imagination et la clé symbolique de notre relation à l'invisible. Pour les peuples traditionnels, c'est intéressant de noter que souvent la mort était appelée le retour à l'invisible ou le départ vers l'invisible. Et toutes les cérémonies funéraires se veulent un accompagnement symbolique pour relier les différents aspects de la réalité, visible et invisible. Si vous allez aux funérailles de quelqu'un, il est bien évidemment absent. Et en même temps, les évocations, les poèmes, les symboles qui sont présents, tout tend à essayer de restituer la présence de celui qui n'est pas là physiquement, par qui il est et par quelles sont les caractéristiques de son âme. Et dans toutes les traditions, sans exception, c'est beau, l'image de l'âme, l'image symbolique de l'âme, est toujours celle d'un oiseau. Comme en Égypte, où l'âme ailée, le bas, l'intelligence supérieure, est représentée comme une petite hirondelle avec un visage humain. Peut-être vous l'avez vu sur les représentations, les tombes égyptiennes. Derrière cette idée de l'âme oiseau, il y a l'idée que l'âme, symboliquement, peut passer dans différents plans de conscience. Elle monte et elle descend, et elle choisit où elle se pose. Donc, c'est nous qui, par le regard de notre âme, avons la possibilité, nous reviendrons dessus, de découvrir tel ou tel aspect du réel et pas simplement du visible. Tous les rites funéraires sont en lien avec cette clé symbolique de créer une passerelle et de permettre un deuil. Qu'est-ce que c'est qu'un deuil? Un deuil, c'est une reconfiguration de l'imaginaire. C'est le fait d'accepter que quelque chose qui était là n'est plus là. Un deuil est toujours le détachement de quelque chose que nous croyions permanent et qui au final s'avère être une illusion. Et toujours le deuil est une opportunité
pour que nous puissions nous reconfigurer, pour nous rapprocher davantage de qui nous sommes, puisqu'on vient d'enlever une illusion, et nous rapprocher de l'unité qui nous fonde. Puisque ce qu'il s'agit de faire après un deuil, c'est de nous reconfigurer. Et ce travail de reconfiguration est éminemment symbolique. Pourquoi est-ce qu'on se reconfigure? Pour tendre vers l'unité. Rayonner qui nous sommes en tant qu'individus implique tendre vers l'expression de l'unité qui nous fonde. Plus nous avons des problèmes, plus l'âme se fragmente, moins elle arrive à faire le deuil, plus elle est encombrée d'illusions, plus elle a une énorme difficulté à vivre son unité propre pour exprimer qui elle est. Au fond, d'une certaine manière, on peut dire que toute forme de souffrance psychique ou mentale vient du fait d'être éclatée, éparpillée, fragmentée, de ne pas savoir comment relier les différents aspects de nous-mêmes. Et très précisément, ce travail du deuil, cette dimension symbolique, est un chemin vers l'unité. Et ce chemin vers l'unité nous permet peu à peu de nous remplir de nous-mêmes. Je pense que vous avez tous déjà employé ce terme, moi le premier, dire quelqu'un, il est un peu creux. Ou de l'autre, il y a une profondeur. C'est comme si, c'est bête, c'est comme si l'âme était une bouteille qui pouvait se remplir d'elle-même. Plus on reste à la surface des choses, et plus notre âme est vide. Et plus ce travail du deuil, c'est-à-dire d'éliminer l'inutile et le superflu, le superficiel, permet à ce qu'on puisse se remplir de ce qui était profond, de ce qu'on est réellement nous-mêmes, ce qui nous fait gagner en dignité, qui est une des caractéristiques de la philosophie, comme nous le disions tout à l'heure dans l'introduction. Être digne, c'est pouvoir exprimer qui on est. Être creux, c'est vivre à la surface de soi-même, donc avec beaucoup d'agitation et peu de contact avec l'invisible. Donc, faire un deuil est quelque chose de très concret. C'est réincorporer peu à peu différents aspects de nous-mêmes dont nous n'avions pas conscience. C'est reconfigurer, c'est trouver sans cesse de nouveaux aspects de soi pour devenir plus réellement qui nous sommes. Il ne s'agit pas simplement de comprendre des nouvelles choses à l'extérieur en termes de connaissances. Il faut parvenir à voir réellement mieux qui nous sommes. Et il ne vous a pas échappé que nous ne sommes pas les mêmes qu'il y a 20 ans. Ok. Pas simplement physiquement, pas simplement psychologiquement, pas simplement parce qu'on a compris des choses sur le monde, mais aussi parce que peu à peu, en se frottant contre la réalité, on a fait émerger des aspects plus profonds de nous-mêmes. Où étaient ces aspects-là avant? Dans l'invisible. C'est notre confrontation au réel dans son entièreté et pas simplement au concret qui permet à cette dimension profonde de l'âme d'émerger en chacun. La relation avec la dimension symbolique, la médiation symbolique, est donc la condition de notre unité. Montaigne disait « Philosopher, c'est apprendre à mourir ». Vous comprenez mieux le lien maintenant. Parce que philosopher, c'est faire le tri, discerner entre ce qui est inutile, superficiel, accessoire, et ce qui est profond et essentiel.
Et si on veut vraiment choisir, on se sépare, on se détache. Il y a des choses qu'on va laisser comme des vieilles peaux. Donc, c'est déjà un deuil. D'où cette idée que philosopher est apprendre à mourir, c'est-à-dire il nous permet peu à peu de tourner les regards vers ce qui est essentiel et de nous séparer du superflu. Bon. Le plus important, c'est que peu à peu, la relation avec l'invisible, le travail avec la clé symbolique et cette idée des deuils réguliers que nous faisons pour sortir de l'illusion, nous amène à sortir de la dissociation. La dissociation, c'est vivre d'une manière et penser d'une autre. Et que tout ceci, tout à l'heure je vous parlais des fragmentations, ce n'est pas un concept très compliqué, la dissociation. On a plein de manières de vivre et plein de manières de penser qui ne sont pas unifiées. La base de la vie philosophique, tout au moins celle qui nous intéresse dans une clé pratique et opérationnelle à Nouvelle Acropole, c'est que l'on puisse manifester ce que l'on a compris dans notre forme de vie. Eidos, vous vous rappelez? Idée, forme. C'est-à-dire qu'on puisse comprendre ce que l'on pense en voyant comment on vit. C'est un peu choc. Est-ce que quelqu'un qui nous voit vivre pourrait en déduire comment nous pensons? C'est le but de la philosophie pratique. En évitant le subterfuge de dire « oui, c'est parce que là, pour le moment, j'ai pas le temps, mais en fait, plus tard, quand je serai à la retraite, là, c'est sûr, je veux faire ce qui me plaît. Et ce qui est important pour moi, mais pour l'instant, je ne peux pas. » La base est de considérer que les circonstances sont accessoires. Et ce qui est important, c'est de devenir lucide sur la relation de notre conscience au monde et comment nous réagissons aux circonstances en apprenant à nous connaître et à nous corriger pour dépasser toute forme de dissociation. Un point important, c'est que la vie symbolique, cet accès à l'invisible qui donne du sens, a un lien avec la régénération. Il y a une dimension symbolique, on l'a dit, mais il y a également une dimension poétique, mystique, c'est-à-dire je vois quelque chose, et ce que je vois, au lieu de le transformer comme une chose que je mets dans une boîte, ah tiens, ça c'est un bouquet, et voilà, j'ai mis le mot bouquet dessus, je passe à autre chose, je le regarde, et le regardant, il m'amène ailleurs. Ceci implique d'être disponible. En fait, l'idée importante, c'est qu'il n'y a pas des choses qui sont des symboles et d'autres qui n'en sont pas. Tout est symbole. Tout est potentialité d'accès à l'invisible. Ce qui change, c'est notre regard. Soit notre regard chosifie, c'est-à-dire il transforme toute chose, tout être en une chose, soit notre regard symbolise, et à partir d'une chose, il en comprend un sens. On regarde un nuage, il nous fait penser à quelque chose, on regarde une fleur, on regarde un arbre, le symbolisme de l'arbre est colossal. Et à partir de la simple méditation sur l'arbre, on peut comprendre beaucoup de choses. Si on regarde l'arbre comme un symbole. Bon, si on dit c'est un arbre, oui, c'est un arbre. Il ne se passe rien. Mais maintenant, je peux regarder les autres. Je vois quoi? Des corps? Des âmes? Qu'est-ce que je vois? Les anciens disaient que les yeux sont la fenêtre de l'âme. On m'a toujours appris à regarder dans les yeux pour essayer de voir l'âme. Et c'est un bon exercice que d'essayer de se poser la question comment dépasser l'apparence physique. Donc,
il n'y a pas dans cette clé-là des choses qui sont des symboles d'un côté et d'autres qui n'en sont pas. Il y a un regard qui a une puissance qui permet ou pas de transformer notre vie en une passerelle qui relie les deux dimensions de la réalité. Plus nous allons activer cette dimension symbolique, plus il va y avoir de régénération, c'est-à-dire non-usure, enthousiasme, non-essoufflement, non-engloutissement, parce que ça produit de l'espace à l'intérieur de nous-mêmes. A contrario, les manifestations de la perte de la vie symbolique, c'est l'étouffement par les circonstances, de l'usure, du stress, de l'anxiété. On se sent submergé, on n'a pas le temps. Et tout se transforme en une to-do list de choses à faire avec un caractère oppressant. Ça vous dit quelque chose ? C'est pas les choses qui sont oppressantes. C'est le regard que nous portons sur elles en les densifiant, en leur donnant une réalité et une entièreté qu'elles n'ont pas, puisqu'il existe une autre réalité. Le temps qu'on est en train de s'oppresser par notre to-do list, les étoiles existent toujours, la beauté existe toujours. C'est nous qui nous étions obsédés de cet aspect de la réalité qui était invisible pour nous dans ce moment-là. Donc, la clé qui nous intéresse en philosophe, c'est de voir le monde matériel avec nos yeux de chair et d'être capable en même temps, de regarder une autre réalité avec les yeux de l'âme et de pouvoir donc travailler dans un espace de conscience différent. La clé importante de la vie intérieure, en lien avec la dimension invisible, c'est que nos expériences de conscience supérieure, c'est-à-dire les plus beaux moments que nous avons vécus, ne sont pas des moments dans le temps. Ce sont des espaces à l'intérieur de nous-mêmes. Donc, nous pouvons choisir de ramener notre conscience à l'intérieur de cet espace en nous. Et à partir de là, réactiver une profondeur, un accès à notre intériorité via le monde des symboles, pour peu à peu retrouver cette amplitude de l'âme que nous avions perdue. L'étymologie du mot symbole, je fais vite, ça vient du grec syn et balein, avec, jeter, jeter avec, jeter ensemble, à rassembler. L'idée de base du symbole, c'est de faire la médiation entre deux choses. Les symbolons, c'était comme, prenez un tesson de poterie, on le casse en deux, et on veut faire un pacte, je vous donne la moitié, je prends l'autre moitié, et si on veut être garant, nos descendants, je transfère ma moitié, et clac, et regarde, si ça s'emboîte, c'est bien ça. C'est l'idée d'une entièreté ou d'un anneau qu'on fragmente et qu'on réunit. C'est l'idée d'une entièreté qui est cassée et qui est réunie. Dès que nous sommes en train de travailler dans la clé symbolique, nous sommes en train de relier deux réalités. Le relier signifie la simultanéité, le en même temps. C'est pas là je suis en train de travailler, je suis prisonnier de tel et tel aspect et après je fais autre chose. C'est l'idée de voir que nous pouvons jongler en même temps avec une approche concrète, voire analytique de la réalité. En étant deux personnes dans la salle, il fait un petit peu chaud, il y a les caractéristiques physiques. On ne perd pas le contact avec la réalité analytique dans laquelle on est en train de vivre, on perd pas pied. Et de l'autre, on peut participer
de quelque chose qui nous donne accès à d'autres réalités en se reliant d'une autre manière que simplement par la dimension conceptuelle de la raison. Donc, la dimension symbolique fut fondatrice pour les sociétés traditionnelles. Pour nous, elle devient non seulement inutile, et au pire, simplement allégorique, pour ne pas dire folklorique. La ville de Mexico, c'est l'ancienne Tenochtitlan aztèque. Et le mythe disait, pour la fondation de la ville, on pourrait en parler pendant des heures, lisez tous les exemples si ça vous intéresse. Le récit mythique disait qu'il fallait fonder la ville à l'endroit où il y avait un aigle en train de dévorer un serpent sur un nopal, c'est un cactus. Et encore aujourd'hui, vous regardez, aujourd'hui, sur Google, vous tapez drapeau Mexique, et vous allez voir qu'il y a un aigle qui dévore un serpent sur un cactus. Pour nous, c'est anecdotique. Mais pour la pensée traditionnelle, l'aigle, c'est les puissances célestes. C'est l'oiseau qui est capable de monter toujours plus haut et de regarder le soleil en face. C'est l'allégorie de la vérité. Et le serpent, c'est le symbole du sous-terre, du monde chthonien, de la dimension invisible des choses, souterraines. Et le nopal, dans ce cas précis, le cactus, l'arbre, c'est l'axe. Donc, on doit créer la ville à l'endroit où toutes les puissances du sous-terre et toutes les puissances du ciel se rejoignent sur un axe. Pas à l'endroit où il y a la zone de chalandise la plus intéressante par rapport au commerce qu'on peut faire. La relation de la pensée traditionnelle, c'est aller de l'invisible vers le visible. On choisit de faire les choses par rapport au sens qu'elles peuvent avoir et faire émerger à l'intérieur de la conscience. Et donc là, on va de l'invisible vers le visible, mais les choses peuvent aller également dans un autre sens. Si on prend une chaise ou un fauteuil, c'est juste un lieu sur lequel s'asseoir, enfin un outil sur lequel s'asseoir. Mais si ceci devient destiné à la présidence de la République, à la royauté, bon, mais ça s'appelle un trône. Donc dans ces cas-là, ça devient un symbole à part entière qui signifie beaucoup plus que le lieu dans lequel on va pouvoir s'asseoir par commodité. Que nous le voulions ou non, notre conscience travaille avec cette dimension symbolique. Simplement, aujourd'hui, comme ceci a été délaissé de manière active, c'est juste utilisé de manière passive, mais très opérationnelle, aussi bien par les publicitaires que par les politiques. Mais il s'agit pour nous de nous réapproprier cette dimension positive de la clé symbolique par rapport à ce qu'elle peut apporter à l'âme. Puisque le symbole nous donne accès au sacré, c'est-à-dire au vécu du tout autre, de quelque chose qui est porteur de sens, et sans qu'il ne soit besoin de donner d'explications intellectuelles. Comme vous l'avez remarqué, quand on a besoin, avec nos to-do list, d'écrire ou de conceptualiser les choses, on se sépare. C'est l'exact opposé. Parce que la pensée rationnelle, qui est fort utile, c'est avec elle qu'on a construit toute l'informatique, elle procède par opposition. Quelque chose est soit 0, soit 1, soit vrai, soit faux. Pas les deux en même temps. Du point de vue des symboles et du monde de l'imagination, qui nous donne accès à l'invisible, la caractéristique du symbole, c'est d'être ambivalent. Et il a une double signification. Est-ce que c'est l'eau, c'est positif? Si on a soif, oui. Si on se noie, non.
Et le feu, c'est positif. Si on a froid, oui. Et si tout est en train de brûler, comme dans les grands incendies, non. Donc, le symbole a une ambivalence qui permet de parler à la conscience. Et par ailleurs, l'autre caractéristique, c'est qu'il y a un symbole, mais il y a autant de degrés de compréhension d'un symbole qu'il y a d'état de conscience de celui qui les regarde. Donc, la clé symbolique est donc la possibilité de donner à la conscience un accès à la dimension invisible sans passer par une complication intellectuelle inutile. Avant l'avènement du christianisme, il y a un culte à mystère, c'est-à-dire qui proposait des initiations, c'est un parcours de l'âme vers l'unité, que les légions romaines avaient ramené d'Orient, et ce culte s'appelait le culte de Mithra. Mithra Tauroctone était un héros solaire qui, au terme de son épopée, terrassait un taureau avant de remonter dans le char du soleil pour remonter vers les cieux. Mais les lieux de culte de Mithra se déroulaient dans des espèces de petits temples dans lesquels la voûte était arrondie, un peu comme une cave, si vous voulez, et qui représentait le ciel étoilé. Et à l'entrée de la crypte, d'une certaine manière, on avait trois éléments importants. Deux figures symboliques qui s'appelaient les dodaphores, qui étaient Kotès et Kotapates, des porteurs de torches, c'est-à-dire deux petits personnages avec un bonnet phrygien, l'un la torche vers le bas, l'autre la torche vers le haut, qui représentaient le solstice d'été et le solstice d'hiver, c'est-à-dire les portes du temps, avant de rentrer à l'intérieur de la crypte. Mais avant ces deux personnages se trouvait généralement une statue d'un personnage léontocéphale, c'est-à-dire un corps humain avec une tête de lion. La gueule était grande ouverte et souvent il y avait une excavation derrière la tête de la statue pour qu'on puisse y glisser une lampe à huile, ce qui faisait que par la mâchoire entr'ouverte apparaissaient des éclairs de lumière. Assez impressionnant. Le corps de ce léontocéphale, de cette espèce d'homme-lion, était entouré de serpents qui se croisaient, soit en caducée, soit s'enroulaient autour de son corps. Que représentait ce personnage qui s'appelait Aion, le temps? Et que signifiait sa place à l'entrée de la crypte? Si tu veux entrer ici, tu dois comprendre que le temps dévore celui qui ne sait pas l'intégrer. Il n'y a aucune explication. Mais tout le monde comprend qu'avec les solstices, avec les cycles du temps qui sont en train de s'enrouler, le monstre dévorant dévore celui qui ne sait pas apprivoiser le temps. La conscience le comprend, sans qu'il y ait besoin d'explication. L'âme parle par symbole. Que cela soit dans les mythes ou dans nos rêves, il n'y a pas des fiches didactiques avec point 1, point 2, point 3, point 4. La voie d'accès à l'invisible et à la conscience supérieure passe toujours par la médiation symbolique. Donc, la représentation symbolique permet d'accéder à la dimension profonde des choses. Les candidats comprenaient sans qu'on ait besoin de beaucoup lui expliquer que s'il veut gagner en conscience, il doit apprendre à maîtriser le temps. Autrement dit, que le temps est l'espace de la conscience. Donc, peu à peu, par la médiation symbolique, c'est-à-dire les symboles que l'on choisit, nous font rentrer en relation avec un aspect de la réalité,
Mais ceci implique de comprendre que la conscience se situe dans différents niveaux. Disons simplement, dans le plan le plus bas se trouve le monde de l'action, des phénomènes, des circonstances. C'est là où on fait la to-do list, ça vous va? Un cran au-dessus, il y a le monde des émotions, c'est-à-dire ce qu'on ressent au regard de toute cette réalité qui est en train de se dérouler devant les yeux de notre conscience. Encore un cran plus haut vient la fabrique des pensées. On commence à analyser, ça veut dire ça, ça veut dire ça. Et tant qu'on est bloqué là, dans cette interprétation conceptuelle des choses, on n'arrive pas à passer au plan supérieur. Et le plan supérieur, c'est le monde symbolique ou ce que les anthropologues appellent le plan imaginal, c'est-à-dire un niveau de conscience dans lequel la réalité s'exprime sous la forme de symboles. Quand on fait l'exercice dont on parlait tout à l'heure, de fermer les yeux, de regarder les étoiles, de quitter soit avec les yeux de l'imagination, soit de regarder pour de bon les étoiles, on quitte la réalité sensible. Et quand on revient, on a une possibilité l'espace d'un instant, de plus se voir à nous-mêmes simplement dans notre singularité et nos petits problèmes, mais également de nous voir à nous-mêmes comme un symbole. Nous sommes des hommes, des femmes. Pourquoi on est là? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Quel est le sens de ce que nous sommes en train de faire et de chercher à accomplir? Le niveau de compréhension symbolique des choses est supérieur à l'analyse rationnelle. Chercher à rentrer en relation avec la profondeur des choses est ce qui nous intéresse dans une clé philosophique, comme nous le disions tout à l'heure. Plus nous descendons vers le monde de l'action, plus les choses sont nombreuses, multiples, s'enchevêtrent et se télescopent. Et plus nous remontons vers les principes, plus nous remontons, comme nous le disions tout à l'heure, vers l'unité. Donc, travailler avec la clé symbolique nous demande de différencier deux manières de traiter la réalité. La première, la comprendre telle qu'elle est. Ça, c'est de l'ordre du symbole. Et la seconde, la traduire et l'interpréter. Je m'explique. Je ne suis pas musicien. Mais si on prend une analogie musicale, c'est la différence qu'il y a entre penser, composer une musique, penser une symphonie ex nihilo et les notes. Ça, c'est créer la musique, produire une harmonie, vous comprenez? Et une autre chose, avoir l'oreille musicale et d'entendre la musique et à partir de là, de traduire en mettant les notes sur une portée. Mettre les notes sur une portée, ça, c'est un travail conceptuel pour lequel on a besoin de déployer toute notre intelligence. Mais capter, créer, percevoir la réalité, ça c'est autre chose. Ce que ça nous demande, c'est du vide. Pour capter, il faut du vide, du silence, une disponibilité qui nous permettra aussi bien de voir la réalité dans une clé symbolique que d'entendre la musique, que de faire des liens entre les choses. C'est-à-dire que si nous voulons accéder par rapport à la dimension invisible au plan supérieur des choses, nous n'allons pas le faire avec la rationalité. Nous allons le faire avec notre disponibilité intérieure. Mais ensuite, ce que nous avons capté, il faut le rendre intelligible. Il faut qu'on puisse le traduire
le ramener pour nous en servir dans notre quotidien, nous donner des consignes, une méthode, etc. Là, nous allons avoir besoin de notre intelligence rationnelle. Donc, ce qu'il faut peu à peu apprendre, philosophiquement, si je puis dire, c'est à les relier toutes les deux et à ce que l'une ne prenne pas toute la place en laissant aucune à l'autre. Philosophiquement, il faut capter, et ce que l'on capte est dans l'invisible, mais ensuite, on va traduire, oui, et là, on aura besoin de notre intelligence pour positionner les choses. L'intellect seul assèche. Il clarifie, mais il assèche. Il cristallise. Il est clair, net, précis, mais il ne peut pas jouer cette fonction de lien entre les différents niveaux des réalités. Et nous ne pouvons pas laisser l'imagination non plus faire uniquement ce qu'elle veut. Parce qu'ensuite, elle devient ce que l'on appelait dans le monde médiéval une chimère. Une chimère, c'est un animal fantasmagorique avec une tête de lion, un corps d'antilope, des pattes de serpent. Ça ne ressemble à rien, ça n'a sens à rien. C'est le lieu de la conscience où nous avons fui par rapport à une réalité qui nous était pénible ou difficile à supporter. Il n'y a pas de possibilité de transformation via la fantaisie. L'imagination est un chemin qui mène quelque part et qui nous amène à un accomplissement puisqu'elle va permettre notre reconfiguration vers l'unité dont nous parlions tout à l'heure. A contrario, la fantaisie nous sépare. Ça nous amène vers une espèce d'oasis qui est coupée de tout et qui ne nous permet en rien de nous reconfigurer vers l'unité. Travailler avec les symboles nous donne une possibilité importante. Apprendre à relier la partie et le tout. L'intellect sépare toute chose et se préoccupe, on se concentre sur telle chose, mais alors on perd la conscience du reste. Travailler dans une approche symbolique, c'est faire des liens, c'est-à-dire élargir notre horizon intérieur. Non pas travailler dans une logique du ou je fais ça, ou je fais ça, mais travailler dans une logique du et, avoir de conscience de ce dont nous avons besoin dans une clé individuelle, et en même temps, garder conscience du collectif, de l'univers dans lequel nous sommes, et apprendre à repousser peu à peu les limites et les frontières de notre conscience pour l'élargir, pour progresser vers plus d'unité. Il y a un lien entre le travail dont nous sommes en train de parler et la conscience, le regard. Plotin, j'ai fait une conférence ici sur Eckhart, qui est un néo-platonicien. Plotin disait « l'âme devient ce qu'elle contemple ». C'est-à-dire que ce qui nous préoccupe, peu à peu, nous habite. Et nous devenons ce qui nous préoccupe. La proposition de la philosophie, très pratique, très empirique, c'est de considérer que notre âme est comme un télescope. Nous pouvons choisir la direction dans laquelle nous le braquons. Et là, on sort de la fantaisie pour rentrer dans l'imagination. Nous sommes en train de vivre dans le monde concret, on a tous des obligations, ce soir vous allez rentrer, demain on va au travail, etc. Ça, c'est le plan sensible dans lequel nous vivons. Mais pourquoi est-ce que le regard de notre conscience ne devrait s'obséder que du sensible? Si nous devenons capables de comprendre que l'invisible existe réellement et que ce que nous voyons en tant que concret n'est qu'une toute petite partie du réel,
alors nous pouvons aller agir dans le visible et mettre le télescope de l'âme en train de pointer une direction dans l'invisible. Nous pouvons regarder les étoiles du ciel où que nous soyons. Et aussi, incroyable que cela soit, pour notre conscience, il n'y a pas de différence. Si on faisait une pratique et qu'on se concentre avec notre respiration, on retrouverait le même état de conscience que nous avions eu lorsque nous étions en train de contempler les étoiles. Ce qu'il s'agit d'apprendre, c'est donc à relier les visibles et l'invisible par le travail de la concentration et de l'imagination, c'est-à-dire par la volonté, pour ne pas se faire attraper, scotcher par la réalité du monde sensible en oubliant de déployer le télescope de l'âme. Nous avons la possibilité de choisir où nous voulons poser notre regard intérieur. Vous savez, une philosophe platonicienne, peut-être vous la connaissez, qui s'appelle Etty Elissoum, qui est morte en camp de concentration, sans renoncer à son approche intérieure, en continuant à regarder dans un camp de concentration. Le soleil se levait en pensant au bien, au bon et au juste. Ce n'était pas une sainte, ce n'était pas une initiée. Elle fumait un paquet et demi de cigarettes par jour, elle a eu des amants, c'est une femme comme vous et moi. Mais elle avait une volonté déterminée de rester reliée à sa propre conscience. Donc, si une peut le faire, c'est que cette dimension de la conscience, bien souvent inexplorée ou inexploitée, est disponible à l'intérieur de chacun d'entre nous. En clair, le pouvoir du visible, c'est d'élever, le pouvoir des symboles, c'est d'élever la conscience du visible vers l'invisible. Par le choix que je fais de contempler tel ou tel symbole, je fais passer ma conscience du visible vers l'invisible. Ceci n'est pas une théorie, ou alors dans le sens étymologique du mot théorie, théoria, qui en grec veut dire contemplation. Oui, c'est une théorie, c'est une contemplation, dans ce cas-là, au sens pratique, qui nous fait sortir de l'approche intellectuelle ou spéculative qui nous emprisonne. Pour clôturer, je dirais que notre responsabilité, c'est d'assumer que notre profondeur et donc dans une certaine clé, notre maturité en tant que personne est fonction de l'espace qui nous habite. Fonction de notre capacité à être à la fois ici et ailleurs. Et de réaliser ces deux dimensions dans une seule unité. De ne pas simplement s'appauvrir en étant perdu dans l'existence et en ayant oublié, et comme le petit prince, qu'on vient d'une autre planète où il y a notre rose, il y a autre chose. Il y a un autre niveau de réalité que celui dans lequel nous sommes. Peut-être il nous faut méditer sur le fait qu'il y a effectivement, il n'y a qu'à regarder les actualités, beaucoup de souffrances physiques tout simplement et psychiques dans ce monde. Et il y a une part de souffrance sur laquelle nous ne méditons pas assez. C'est la souffrance de tous ceux qui sont séparés de leur intimité d'âme, qui sont expulsés d'eux-mêmes du point de vue de l'intériorité et qui n'ont comme unique réalité que le monde sensible dans lequel nous vivons. Alors que ce monde sensible être pour nous le lieu de l'expérience de notre intimité spirituelle, le lieu de l'espace intérieur, le lieu dans lequel nous accédons à qui nous sommes réellement pour permettre à ceci
de se manifester dans notre vie quotidienne. Donc, par le monde symbolique, nous pouvons reconstruire cette passerelle. Et ce que nous enseigne la philosophie, c'est que cela nous demande de pratiquer avec détermination, volonté et imagination. C'est tout sauf farfelu. C'est opérationnel et méthodologique pour ouvrir les portes d'une autre relation à la réalité. Voilà. Je vous remercie.